La Maison de l'économie sociale et solidaire est ravie, bien évidemment, d'accueillir tous les premiers mardis du mois une personne et un professionnel qui vient intervenir et nous présenter. Hop, voilà. Cette intervention est donc filmée et elle est mise après sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez revoir l'intervention d'Émilie, surtout ne soyez pas, voilà, il n'y aura pas de problème. Donc, la partie technique a été faite. La maison de l'ESS, alors, si vous avez des interventions qui vous intéresseraient et auxquelles nous n'avons pas pensé, surtout n'hésitez pas. Nous sommes tout à fait ouverts à toute demande spécifique s'il y a un sujet que vous souhaiteriez que nous abordions. Alors, pour vous présenter ce soir notre invité d'honneur, je laisse à Mathilde le soin de vous la présenter. Alors, pendant toute la présentation, vous mettrez dans le chat vos questions, si vous voulez bien. Et à la fin de l'intervention, je lirai les questions qui ont été posées au fur et à mesure. D'accord? À tout de suite. Émilie, on l'a rencontrée lors du mois de l'ESS qu'on a organisé au mois de novembre. Et donc, Delphine Tailleb, qui est présente, avait chapeauté et organisé toute la semaine sur l'habitat. Et donc, Émilie avait participé en tant que spectatrice. Voilà. Et donc, elle nous avait parlé de son projet de hameau léger. On avait trouvé l'idée super intéressante. Et c'est pour ça qu'on a voulu l'inviter à venir présenter son projet de hameau léger. Donc, un projet en Pays Basque de hameau léger, qui est une nouvelle forme d'habitat réversible, co-créée avec la commune qui les accueille. Donc, je vais laisser Émilie vous présenter ce projet et vous présenter également qu'est-ce qu'un hameau léger au sens un peu plus large. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier, Gis et Mathilde, de me recevoir à la maison de l'ESS pour vous parler de mon projet. Alors, je vais essayer. Je demande si ça suffit à voir. Est-ce que vous entendez bien quand je parle ou il faut que je pousse un peu plus? C'est bon, impeccable. Ok, super. Parfait. Donc, par contre, pour gérer les... Oui, on va gérer. Alors, donc, mon projet de hameau léger, comment je suis venue à ce projet? Donc, moi, je suis architecte, j'ai 31 ans, je suis originaire de Bayonne et je me questionne depuis un moment sur l'architecture éco-responsable, réversible. Donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée d'abord à la tiny house, qui est une maison sur châssis tracté par un véhicule. Et en me questionnant du coup sur cet habitat, je me suis confrontée à la législation française qui limite fortement la mise en place de tels habitats. Et donc, je me suis rapprochée de l'association Hameau Léger, qui est une association nationale et qui aide les gens comme moi à porter des projets et qui accompagne aussi des collectivités à mettre en place ce type de projet sur leur territoire. Donc, j'en suis devenue bénévole en septembre et en parallèle, je développe ce projet de hameau léger pour créer un hameau léger au Pays Basque, au sud des Landes. Donc voilà, je vais vous partager du coup l'écran de la présentation. Hop. Est-ce que ça marche? Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Alors, attends. Ouais. Petit problème technique. Ah, on a un petit problème technique. Mathilde, est-ce que tu... Ah ouais. Attends. T'es sûr que tu t'es mis en partage là? Alors, ouais. Ouais, je pense qu'ils ont... On voit très bien. Ah voilà, parfait. C'est parfait, normalement, vous voyez la première page, hameau léger. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un hameau léger. Ensuite, je vais vous parler de l'habitat léger, que l'on appelle aussi l'habitat réversible. Vous parler de qui nous sommes. Donc, je suis porteur d'un projet, mais je ne suis pas toute seule. On est 5 porteurs de ce projet.
les raisons d'un tel projet, notre vision du projet, les opportunités pour la commune et les prochains pas. Oui, j'ai oublié de dire, si vous avez des questions, je pourrais y répondre à la fin de la présentation, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce qu'un hameau léger? Donc, un hameau léger, en une phrase, c'est un écolieu pour un mode de vie vertueux et durable en lien avec son territoire. Donc, plus techniquement, d'un côté plus pratique, un hameau léger, c'est avant tout un terrain qui peut être communal ou privé, constructible dans le meilleur des cas ou non. Il existe un outil, l'outil STECAL, qui veut dire secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, qui peut être utilisé sur certains terrains non constructibles, à certaines conditions, je reviendrai dessus. Et c'est un terrain qui ne nécessite pas ou peu de raccordement. Sur ce... Ah, je vais trop vite. Sur ce terrain, on a donc des habitats démontables permanents. Donc, habitat démontable permanent, c'est une dénomination définie par la loi Allure de 2014. Donc, dans notre cas, ce serait des éco-constructions, donc dites réversibles, ce qu'on appelle l'habitat léger. Donc, ces habitats sont positionnés sur ce terrain. Les habitants sont propriétaires de ces habitats, mais ils sont locataires de la terre. Donc, il y a une séparation de la propriété de la terre et de l'habitat. Ils louent le terrain par un bail emphytéotique qui va de 18 à 99 ans. Le bail emphytéotique, il est encore peu connu en France, mais il est, dans la majorité des cas, utilisé dans les pays anglo-saxons ou même en Espagne. Hop. Donc, sur ce terrain, ensuite, donc, il y a tous ces habitants qui sont environ une dizaine de foyers. Ça dépend du terrain, ça dépend du projet. Ces habitants sont organisés en association qui est régie par une charte de vivre ensemble. Et voilà, ils sont liés à la commune par le bail emphytéotique. Là, je vous ai mis un extrait de l'association Hameau Léger sur le cadre légal de l'habitat réversible. Donc là, on est dans les résidences démontables pour l'habitat permanent, c'est-à-dire pour plus de 8 mois dans l'année. Sinon, en dessous de 8 mois, on passe dans les résidences mobiles de loisirs. Donc, ça dépend, c'est pas les mêmes critères, c'est pas la même loi. Donc, pour notre cas, donc les résidences démontables pour l'habitat permanent, il y a plusieurs critères. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de fondation ou alors qu'elles soient réversibles. Donc, des équipements intérieurs ou extérieurs. Elles peuvent être autonomes, mais pas obligatoirement, facilement démontables. Donc, elles sont autorisées sur des secteurs constructibles et aussi sur des STECAL. Donc, qui sont des pastilles. En fait, le STECAL, ce sont des pastilles qui permettent d'aménager des terrains qui sont non constructibles afin de limiter le mitage urbain. Et dans notre cas, du coup, l'intérêt, c'est que c'est un outil très peu utilisé parce qu'on a utilisé un STECAL sur un terrain non constructible, ça revient à construire sur du non constructible, ce qui n'est pas l'idéal. Sauf que dans notre cas, vu qu'on est sur de l'habitat réversible, on n'altère pas les sols. Donc, c'est un outil qui peut être plus favorable dans notre cas. Ensuite, bon, d'un point de vue des formalités, là, il s'agit d'un permis d'aménager puisqu'il y a plus de 2 habitations et plus de 40 mètres carrés. Donc voilà, c'était juste pour le cadre légal. Donc l'association Hameau Léger, c'est une association nationale qui a été créée en 2017, qui a plus de 40 membres opérationnels. Voilà, donc permettre à tous et à toutes d'accéder à des habitats et des modes de vie durables et solidaires pour des territoires plus vivants. Donc, les enjeux de cette association, c'est sensibiliser, accompagner et transmettre. Donc, à la fois, ils accompagnent des collectifs d'habitants, des porteurs de projets comme moi, et à la fois, ils accompagnent des élus, des acteurs du territoire dans leur démarche et dans leurs projets. Donc, l'habitat léger. Donc, nous, léger, c'est le terme employé par la législation. Nous, on parle plus d'habitat réversible chez Hameau Léger, parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est un habitat qui peut être enlevé ou qui n'altère pas les sols. En gros, on retrouve le terrain dans l'état initial si on enlève le projet d'habitation. Donc, zéro béton.
Pour parler donc d'habitat réversible, je reviens sur l'habitat irréversible, donc le béton. Je voulais revenir sur des petites informations qui me paraissent importantes en tant qu'architecte. Donc le béton, c'est le 4e matériau le plus polluant derrière le pétrole, le gaz et le charbon. Il émet à lui tout seul plus de 10% des gaz à effet de serre seulement par sa production. Pour faire du béton, il faut entre autres du sable, qui n'est pas une ressource inépuisable. Donc, pour avoir du sable, on en vient à ravager les fonds marins et les écosystèmes, et ça accélère évidemment la montée des eaux. Une autre chose, quand on construit en béton, on imperméabilise les sols, ce qui revient environ à un département français moyen tous les 10 ans imperméabilisé sur le territoire français. Qu'est-ce que ça veut dire imperméabiliser les sols? Donc le sol, en fait, c'est l'un des, enfin vous le savez sûrement, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces et les plus simples pour capter du carbone, du CO2. Et si on imperméabilise les sols, eh bien, on ne peut plus capter ce CO2. Donc, en plus d'en émettre beaucoup, on ne peut même pas le stocker. Donc, c'est problématique. Et puis, le béton, c'est aussi la standardisation de l'architecture et la perte d'un savoir-faire local. C'est moins triste pour l'environnement, mais c'est quand même triste pour nous. Quand vous voulez visiter Bayonne, vous n'allez pas à Marinadour. Donc, l'architecture réversible. Donc là, je vous montre quelques types d'habitats réversibles. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Là, je vous parle des plus courants. Donc mobile, transportable, démontable, dégradable. Tous ces habitats ont pour point commun des fondations inexistantes ou réversibles. Donc, comme type de fondation, je peux vous citer les technopieux, qui sont des grandes vis en métal qui sont vissées dans le sol et qui peuvent être dévissées tout simplement. Donc, elles sont faites ces habitats sont faits en matériaux éco-responsables le plus local possible, locaux possible, et le plus autonome en énergie possible aussi. Donc, mobile, c'est la tiny house dont je parlais tout à l'heure. Voilà un type de tiny house. Donc, ce sont des habitats qui sont sur châssis roulant, qui ont des dimensions très particulières pour avoir le droit de circuler sur la voie. Donc ça donne des espaces réduits, mais il y a tout le confort moderne à l'intérieur. Transportable, donc là on est dans des dimensions un peu plus importantes que la tiny house, ce qui fait que du coup elles sont transportées sur des camions par convoi exceptionnel. Toujours pas de fondation. Démontable, donc là c'est des systèmes constructifs majoritairement en bois. Donc, il y a plein de formes différentes. Et puis il y a aussi dégradable, donc là on parle plutôt de matériaux éco-responsables, le chanvre, la paille. Enfin, il y en a énormément. C'est des techniques qui existent depuis toujours, c'est pas nouveau. Et voilà, ça fonctionne. Et c'est plus respectueux de l'environnement. Donc qui sommes-nous? Les porteurs de ce projet sont Emma et Laurent, Dany, Anne-Charlotte et Aaron, et Olivier et donc moi. Nous nous sommes rencontrés autour de ce projet. On ne se connaissait pas avant, on s'est rencontrés parce que j'ai créé un Facebook à Moléger, au Pays Basque et Sud des Landes. J'ai créé ce Facebook pour mettre en relation des gens qui auraient envie de vivre dans un projet comme celui-là, et aussi pour voir pour moi-même si j'étais seule dans cette idée-là. Aujourd'hui, il y a plus de 880 personnes sur ce Facebook, donc je ne suis pas seule. Je suis rassurée. Mais voilà, on est 5 foyers, on va dire le noyau dur de ce projet. Avec beaucoup de curieux aussi. Donc voilà, nous sommes tous des personnes actives dans nos vies, donc on a des activités professionnelles qui prennent du temps. On essaie de se trouver des créneaux horaires pour parler du projet et avancer sur ce projet, mais voilà, ça prend du temps. Donc pourquoi ce projet? Donc il y a 3 mots qui reviennent et qui sont fédérateurs de ce projet, c'est la nature, le minimalisme et le lien. Voilà, nous ne sommes pas des écologistes purs et durs, mais ce sont un peu les valeurs sur lesquelles nous avons envie de développer ce projet qui nous questionnent et qui nous poussent à agir. Donc
voilà, la nature, l'idée, c'est quand même de réduire notre impact environnemental de par notre mode d'habiter et nos modes de vie, donc via l'éco-construction, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Excusez-moi. Donc via une mutualisation d'équipements aussi au sein de ce lieu, puisque vous l'avez vu, ce sont des habitats qui sont réduits en termes d'espace, donc et puis on est convaincu que nous n'avons pas besoin d'avoir chacun sa machine à laver de linge, donc voilà, l'idée c'était de mutualiser certains équipements. Ce sont des petits espaces, donc on est plus économe en énergie, et aussi de travailler sur l'autonomie en énergie via des systèmes qui existent et qui sont reconnus. Le minimalisme, donc voilà, c'est un mode de vie vers lequel on tend, spatial et matériel. Voilà, l'idée c'est vraiment de consommer moins et mieux, donc plus local et plus durable. Vous l'avez déjà entendu, c'est certainement ici. Le lien, ça nous paraît très très important dans ce projet, surtout aujourd'hui dans un contexte où on se rend compte de son importance. Nous, on a une vraie volonté de créer du lien sur ce lieu, donc du lien intergénérationnel et avec les habitants de la commune qui nous accueillera, en proposant également des activités sur le lieu. C'est un lieu qui doit être ouvert. On n'a absolument pas envie de créer une communauté fermée. On n'aime pas ce mot du tout. Donc, notre vision dans Hameaux Légers, un projet à coécrire ensemble. J'en ai pas parlé peut-être, mais le Hameau Léger, le but d'un Hameau Léger, enfin le fondement d'un Hameau Léger, c'est qu'il soit construit avec la commune qui l'accueille, co-construit avec la commune qui l'accueille, pour répondre au mieux aussi à son contexte. Donc là, c'est une vision que nous apportons, mais qui a étoffé ensemble avec les personnes intéressées. Donc voilà, notre idée, c'est 3 lieux qui n'en forment qu'un. Donc le lieu de vie des habitants, qui serait plus un espace privé. Après, on aurait aussi la maison des possibles, qui serait un lieu de rencontre, d'échange, de partage, avec du coup des intervenants extérieurs. Et puis un jardin partagé qui serait lui complètement ouvert, qui serait un lieu de convivialité. Donc le lieu de vie des habitants, donc se loger, alors qui serait une dizaine de foyers, dont 2 foyers temporaires. Donc l'idée c'est d'avoir des habitats qui puissent recevoir occasionnellement des gens. Alors nous on s'imaginait qu'éventuellement c'était des habitats mis à la disposition de la collectivité s'il y avait un besoin d'habitat d'urgence, ou ça peut être pour X raisons, ou même pour des visiteurs, des curieux. Donc de l'habitat réversible. Comment? Donc c'est une architecture commune. Les habitants sont réunis en association, régis par une charte de vivre ensemble, et donc par un lien avec la collectivité ou le propriétaire du terrain par un bail emphytéotique, sachant que le terrain peut aussi appartenir à un propriétaire privé. Mais dans tous les cas, la commune aura le dernier mot sur ce projet, donc c'est quand même un projet qui se co-crée avec la commune. La maison des possibles. Donc c'est un lieu qui serait ouvert aux associations locales. L'idée, c'est d'apporter aussi à la commune un lieu pour ces associations et pour les habitants du Hameau Léger, afin d'accueillir du public et de proposer des activités. Donc qu'est-ce que c'est? Ce serait une maison toujours réversible, avec une partie dédiée aux associations extérieures, une partie dédiée aux habitants du Hameau Léger, dans laquelle on pourrait trouver une buanderie partagée, un atelier avec les outils partagés et une salle d'activité. Donc comment la maison, elle appartiendrait à la commune. Elle serait donc co-gérée avec les habitants du Hameau Léger. Et notre idée, si le bâtiment n'existe pas sur le terrain, ce serait de le co-construire lors d'un chantier participatif qui serait organisé par la collectivité et le Hameau Léger pour inclure les habitants de la commune au projet et apprendre l'éco-construction. J'espère que je ne parle pas trop vite. Tu peux poser la question si... Oui. Pouvez-vous manifester? Pouvez-vous manifester si elle pense peut-être aller un peu vite. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas dans le chat à faire des remarques que je transmets bien évidemment s'il y a pas tout de suite les questions, mais au moins les remarques si vous n'entendez pas bien ou si c'est trop rapide. Merci Gilles. C'est très clair et c'est parfait comme première remarque. Super. Bon, on continue alors. Donc le troisième lieu, c'est le potager partagé.
donc, qui serait ouvert à tous, donc les habitants du hameau léger, ceux de la commune. Donc, ce serait concrètement un jardin partagé, un lieu de convivialité où on pourrait organiser des événements ponctuels. Et donc, ce sera un lieu ouvert 7 jours sur 7 et géré par les habitants du hameau léger. Donc, voilà, c'est une proposition. À quoi cela ressemblerait? Donc, on vous a mis des visuels. Alors ça, c'est une simulation d'installation du hameau léger sur un terrain bien défini qui est dans le quartier du Séqué à Bayonne, qui était notre terrain clé au tout début du projet, donc ça remonte à presque 1 an. On avait pris ce terrain pour cible parce que 2 des porteurs de projet habitent sur ce quartier et il se trouve que ce terrain pose question. Et la mairie a fait une demande de modification du PLU pour un projet de 190 logements qui dérange les habitants de l'écoquartier. Donc voilà, nous on proposait de mixer différentes typologies d'habitat sur ce terrain-là. Donc voilà, c'était notre proposition. Mais on ne met pas nos œufs dans le même panier, donc voilà, on reste ouvert à toute proposition. Là, c'est une illustration tirée d'un autre projet de hameau léger aux États-Unis, je crois. Et puis là, ce sont des photos, des références de l'architecture qui nous plaît, de l'aménagement qui nous plairait et qu'on aimerait avoir sur notre projet. Pour vous donner une idée un petit peu de l'ambiance que ça pourrait être. Donc maintenant, je vais aborder les opportunités que ce type de projet peut représenter pour une commune. Donc avant tout, ça permet de garder la maîtrise du foncier. Aujourd'hui, je pense que c'est très important pour une mairie, pour une commune, de pouvoir garder du foncier. Et au-delà de l'organisme de l'EPFL qui permet d'avoir une réserve foncière pour les communes, je trouve que ce genre de projet permet à la mairie à la fois de garder son terrain, de le louer, de le valoriser. Donc j'en viens au deuxième point, valoriser et préserver le patrimoine naturel. Créer donc du lien social intergénérationnel dans sa commune. Dynamiser l'économie locale puisqu'il y aurait des activités économiques sur le lieu. Donc, favoriser l'accès au logement durable. Ce sont des logements qui sont accessibles financièrement. Dans la région, il en manque, comme vous le savez. Participer à la transition écologique du territoire et soutenir des initiatives citoyennes. Et aussi, c'est important, c'est un investissement économique qui est très limité puisqu'il n'y a pas besoin de grands travaux de VRD sur le terrain. Presque on arrive et on installe le projet, quoi. Ça peut aller très très vite. Il suffit d'une commune intéressée. Donc le petit bonus de ce projet, c'est qu'il rentre dans le pacte 2020 signé par de nombreuses communes du Pays Basque. Donc pour agir pour la maîtrise de l'énergie des bâtiments, voilà, l'énergie renouvelable, l'économie circulaire, le développement de chevaux et pour l'alimentation bio et locale. Donc maintenant, les prochains pas, ce serait de définir le cadre du projet avec le conseil municipal de la commune qui serait partant pour accueillir un projet comme celui-là sur son territoire. Identifier un terrain adapté. Mettre en comptabilité le PLU si besoin, pas forcément une nécessité, ça c'est sur un terrain constructible. Mettre en place des ateliers citoyens pour échanger avec les habitants de la commune et faire connaître ce projet pour rassurer. Signer le bail amphithéotique, déposer le permis d'aménager, co-construire les habitats réversibles et célébrer. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Là, je vous ai mis la page du site internet de hameau léger qui peut être intéressant pour tous les acteurs du territoire et aussi pour les gens comme moi qui sont intéressés par un projet comme celui-ci. Voilà. Terminé. Tu peux quitter le partage. Alors, il y a déjà une première question qui t'est posée. Quel est l'intérêt pour la commune et comment convaincre les maires?
Alors, je pense que les intérêts pour la commune, je viens d'en parler. Oui, alors c'est la question qui est arrivée peut-être avant. Et comment convaincre les maires? Parce que si j'avais la réponse à la question, je ne serais certainement pas là aujourd'hui. Mais si, tu serais là pour avoir d'autres. Oui. Je pense que voilà, c'est en expliquant le projet et ces intérêts-là pour une commune. Évidemment, un projet comme celui-ci, il ne peut pas se mettre en concurrence avec un projet immobilier. On en a bien conscience. Voilà, sur un terrain où on met 10 habitats, on n'en met pas 190. Hein, ça, on n'a absolument pas vocation à faire de la concurrence à un projet immobilier. On ne peut même pas. Il faut voir des enjeux autres qu'économiques. Il faut voir des enjeux plus sur la durée, puisque finalement, c'est aussi on parle aussi d'économie, puisque garder son foncier à long terme, c'est quand même intéressant. Développer de l'architecture écologique, c'est aussi intéressant pour son patrimoine naturel. Et puis pour la vie de sa commune, pour tout un tas d'enjeux finalement. Alors c'est vrai que celui qui pêche, c'est l'enjeu économique certainement. Si on compare un projet immobilier de 200 logements, je veux dire, si c'est ça le critère, la discussion n'a pas lieu d'être finalement, et puis elle n'a pas d'intérêt. Mais nous, c'est plus sur la durée. Et puis, il y a aussi, voilà, c'est toutes les raisons que je vous ai évoquées, notamment l'imperméabilisation des sols qui me paraît être plus qu'actuelle et plus qu'importante à traiter aujourd'hui. Du coup, 3 questions qui sont arrivées en cours de ton explication. Quelle est la superficie minimale du terrain pour accueillir un projet de hameau léger? Est-ce que tu as un projet identifié et sur quelle commune? C'est Bayonne, si j'ai bien compris. Et on prendra les questions ensuite. Et combien de communes avez-vous consulté? Quels furent les retours des élus? Dubitatif, enthousiaste, négatif? Alors, du coup, pour répondre dans l'ordre, la taille d'un terrain minimum. C'est compliqué de répondre à une taille. C'est-à-dire que nous on n'était pas. Enfin, on va parler plutôt. C'est des grandes dimensions parce qu'il y a cette histoire de potager partagé, cette volonté d'avoir des lieux communs. Donc, nous, on était plus partis sur 1 hectare en moyenne, sachant qu'après réflexion et échange avec d'autres collectivités, c'est modulable. Hein. On n'est pas arrêté à aucun moment. On peut très bien se dire qu'il y a un terrain qui est autre. Ça peut être le lieu où il y a le potager, pas au même endroit. C'est pas forcément une nécessité. Ça se coécrit vraiment avec la commune parce que chaque commune a son contexte et ses possibilités. Il n'y a pas vraiment de facteur, mais effectivement, c'est pas 300 mètres carrés non plus, quoi. Une certaine surface. Et alors, donc, alors, sur le projet identifié, alors il y a une question qui est entre les deux, qui est est-ce qu'il faut partir de leurs besoins? Alors, c'est Pascal qui demande ça, des besoins de la commune ou des besoins des habitants? Si jamais vous pouvez ouvrir le Pascal. Vous pouvez désactiver vos micros. Oui, activez votre micro, voilà. Besoin de la commune, d'accord. Oui, est-ce qu'il faut partir des besoins de la commune? Oui, tout à fait. Nous là, on fait une proposition avec nos idées, nos envies. Voilà, mais l'idée de ce projet, c'est de le coécrire avec la commune qui nous accueille et de répondre à eux, leurs besoins sur place et de les inclure dans le projet. Oui, c'est vraiment un projet co-construit. Et donc, du coup, ça permet de rebondir sur la question suivante. Est-ce qu'il y a déjà une commune intéressée et avec... c'est compliqué parce que vous envoyez tous des questions en même temps. Avez-vous un projet identifié sur quelle commune? Avez-vous déjà l'expérience d'une négociation sur la question des STECA? Donc, Denis. Combien de communes avez-vous consulté? Quels furent les retours? C'était ça dont on parlait tout à l'heure. Et quel est le nom de votre groupe Facebook Hameau Léger concernant ce projet spécifiquement? Alors, de lieu défini, donc au départ, c'est ce que j'expliquais, c'était le quartier du Séquet. Nous avons présenté le projet à 2 reprises à la mairie de Bayonne, qui était très intéressée par le projet. Alors,
tout prend beaucoup de temps. Voilà, voilà, c'est comme ça, hein, c'est un fait. On les a rencontrés le 14 septembre. On a eu un retour sur ce rendez-vous en mars pour nous dire qu'il y avait un réel intérêt, mais qu'ils allaient nous recontacter parce qu'il fallait qu'ils en reparlent ensemble. Donc, à la fois, il y a une crise sanitaire. À la fois, on n'est pas seul et on n'est pas une ça a été priorité. peut-être un peu compliqué. Ouais. Donc, tout ça est très compréhensible. Ouais. Et puis nous-mêmes, comme je l'ai expliqué, en tant que porteur de projet, on est porteur de projet, mais on est aussi des actifs. On a du travail, on en a beaucoup, ça nous prend beaucoup d'énergie et de temps. Donc, c'est vraiment un projet qu'on l'a réévalué, on va dire, au niveau de la temporalité. Au départ, on était convaincus de son évidence et on se disait c'est génial, on va tout de suite faire mouche et ça va se faire. Bon. Voilà, ça c'était la pensée magique. Voilà, ça c'était la naïveté du début, si on peut dire. Et puis après, on est redescendu d'un étage et puis on a réalisé que pour faire un projet pérenne, on ne pouvait pas le faire vite, c'est pas logique. Donc, ça allait prendre du temps et on a accepté cette dimension. Donc, c'est un projet qu'on prend du temps nous-mêmes pour le faire, pour contacter des acteurs, comme vous aujourd'hui. Donc voilà, donc on n'a pas de lieu défini. On a vu aussi la mairesse de Hasparren, qui était intéressée par l'habitat réversible plus que par le projet en lui-même. Mais nous, ce projet, c'est ce projet personnel de créer un hameau léger pour y vivre avec d'autres. Mais c'est aussi très important pour moi de participer à faire connaître le hameau léger et à démocratiser cet habitat dans le sud-ouest, dans ma région. Donc, je sème des graines et puis si ça prend, c'est bien. Et puis voilà. Donc pour le moment, voilà, on a contacté aussi un certain nombre de communes par téléphone, par mail, puisque la situation sanitaire n'est pas très favorable aux rencontres. Mais voilà, les réactions sont variées. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Je suis quand même agréablement surpris de l'ouverture dans la région sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un vrai problème de logement et c'est une réalité et donc ils sont quelque part, les acteurs du territoire sont forcés de s'intéresser à d'autres possibilités, d'autres alternatives de logement. Donc on est quand même écouté et pris au sérieux, donc ça c'est très rassurant et voilà. Alors, donc, il y a beaucoup de questions, hein, donc super. Alors, luttez-vous contre l'étalement urbain? Alors, là, ça c'est une grande question. Lutter contre l'étalement urbain, c'est une vaste question. C'est-à-dire que, de toute façon, l'étalement urbain, on ne dirait pas un petit peu irrémédiable dans le sens où actuellement, le projet ne va pas dans le sens de limiter ou pas limiter l'étalement urbain, puisque nous, c'est un projet qui a plutôt vocation à être dans une commune plutôt rurale, même si on avait choisi Bayonne au départ, mais c'était pour un contexte bien précis. Donc l'étalement urbain, oui, dans le sens où si on se positionne dans un STECAL, c'est un outil qui permet de limiter le mitage urbain, de rester sur une zone quand même urbaine. Et voilà, je ne sais pas trop si... Je n'ai pas toutes les réponses à vos questions non plus. À la fois, une fois que les premières questions seront posées, on vous proposera d'ouvrir vos micros peut-être pour intervenir directement. Je continue. Donc, la question du STECAL, l'expérience de la question STECAL. Est-ce que tu l'as? Alors, le STECAL, on n'est pas allé jusque-là pour le moment. Donc, la question, en fait, le STECAL, c'est un outil qui est pratique pour les communes qui sont intéressées par ce projet-là, mais qui ne veulent pas s'investir sur un projet, sur un terrain constructible, parce que pour eux, ce serait un peu comme perdre du foncier, se résigner à perdre du foncier dans une certaine mesure. D'accord. Donc ce serait une alternative pour occuper du terrain non constructible, mais hors zone Natura 2000, hors zone inondable. Il y a des critères, on ne se met pas n'importe où. Bien sûr. Alors, connaissez-vous le projet de village Tiny House porté par HSA et Intervea? Je continue les questions, puis après on les reprend dans l'ordre qui te convient ou tu peux répondre à celle-là. Vas-y. Donc j'ai entendu parler d'un projet, mais
c'est sur la région, ce projet. Alors, le nom. Ouais, vas-y, Denis. C'est Bayonne. Oui, Bayonne. c'est un projet. Alors oui, c'est. Qui a vocation à aider les précaires, les grands précaires. Tout à fait. Et là, donc, ça, c'est Emma qui nous a parlé qui a entendu parler de ce projet-là, qui est assistante sociale et qui fait partie des porteurs de projet. J'ai entendu parler de ce projet, oui, c'est intéressant. On a découvert ça la semaine dernière. Mais alors là, en fait, il s'agit d'habitat du coup d'urgence, plutôt. Oui, donc c'est de l'habitat. En fait, l'habitat léger, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il est très connu, surtout dans ce domaine-là. C'est de l'habitat qui est plus subi que choisi au départ, l'habitat léger. Maintenant, de plus en plus, il y a de plus en plus de succès, surtout la tiny house. Mais oui, j'ai entendu parler de ce projet. Il faudrait que je me renseigne plus sur le sujet. Donc, on pourra, à l'inverse, vous mettre en relation les uns les autres. Okay. Comment gérer les réseaux potable, assainissement, électricité sur l'aspect réversibilité? Alors, du coup, pour l'électricité, nous, l'idée, c'était d'utiliser des panneaux solaires, sachant qu'on est sur des petits habitats, on n'a pas besoin d'une grande consommation d'électricité. Pour tout ce qui est traitement des assainissements, des eaux usées, des eaux vannes, c'est simple parce que c'était des toilettes sèches. Pour les eaux usées, il y a des systèmes qui existent, qui sont agréés par le SFANC et qui fonctionnent tout à fait. C'est des dispositifs individuels avec des plantations en extérieur qui sont tout à fait esthétiques et qui s'intègrent très bien. Donc voilà, et puis pour l'eau, alors on peut récupérer l'eau de pluie. C'est vrai que sur des habitats de petite taille, c'est compliqué et l'eau de pluie, ça demande un traitement qui prend beaucoup de place. Donc l'eau, c'était le seul réseau qui est important pour nous et qui à la fois est facile pour une mairie, c'est pas le plus compliqué à mettre en place. C'est l'électricité qui est complexe. Surtout, Alors, votre projet est-il compatible avec de l'habitat existant à rénover? Un exemple ferme. Exactement, oui. L'idée, c'est que dans l'idéal, nous, si on avait pu trouver un terrain avec une vieille bâtisse à retaper pour que ce soit le lieu commun, la maison des possibles, justement. Ah oui, et puis autour. Oui, voilà. Il n'y a pas de très ouvert sur le terrain. D'accord, donc s'il y a une proposition de ferme, n'hésitez pas. Quoi faire de son grand terrain. J'ai quelques idées. Alors, par contre, je vais redonner moi la parole à Reg, qui nous parle de la situation au quartier du Séquet pour info. Il vous a tous donné le lien sur change.org. Juste un mot pour nous expliquer de quoi il s'agit. Oui, bonjour. Non, c'est juste que j'ai été destinataire d'une pétition qui circule, comme quoi donc la mairie relancerait le projet de 190 logements et donc les gens forcément s'y opposent. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en est effectivement des discussions avec ce dont tu nous parlais tout à l'heure, mais bon, voilà, ça fait des sons de cloche différents. Alors, je ne sais pas moi ce qu'il en est dans le fond, mais voilà, c'était juste, je partageais cette pétition qui décrit un petit peu la situation. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Oui, je la connais. C'est l'association Stop Béton qui ce que tu disais tout à l'heure, pour éviter que 190 logements soient construits. C'est une asso qui se monte contre ce projet-là et qui a lancé une pétition. C'est compliqué à la fois. Alors là, je me fais le vilain petit canard, mais c'est compliqué à la fois parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, à l'inverse, sont en attente d'un logement. Et voilà, c'est compliqué pour eux de voir que les projets sont retoqués par ceux qui ont déjà un habitat et qui voudraient avoir un jardin. C'est compliqué quand même. Alors, en revanche, Bayonne, au niveau logement, c'est l'un des rares qui a atteint son... Alors, avez-vous pensé à acheter un terrain tous ensemble? Il faut encore convaincre les mairies, même en étant propriétaire, mais peut-être que ce serait plus facile. Alors, effectivement, se passer d'une commune, on ne peut jamais se passer d'une commune, mais c'est plus facile, c'est un écolieu classique, il y en a plein en France, hein, ça c'est pas nouveau. Nous, on aime bien se mettre peut-être des bâtons dans les roues, je ne sais pas, mais la volonté vraiment de ce projet, c'est un projet qui a du sens parce qu'il est co-créé avec la commune et que ce terrain reste la propriété de la commune. On a cette envie que ce soit de la commune ou d'un propriétaire. On voulait séparer, il n'y a pas de propriété privée. Séparer la propriété de la terre et du logement.
Pouvez-vous nous expliquer un peu plus précisément les différents types de logements réversibles, surface, conditions d'installation, ou peut-être donner des sources et ressources d'infos? J'en profite avant qu'elle ne réponde, Émilie. Certains d'entre vous, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, certains d'entre vous ont mis en pseudo des pseudos qui ne sont pas forcément ceux de leurs inscriptions. Et par conséquent, si on veut vous transmettre quelque chose par mail, c'est un peu compliqué. Voyez-vous la gentillesse, si vous souhaitez avoir un mail en retour, mettre vos pseudos, enfin modifier vos pseudos ou m'envoyer un petit mail en indiquant votre mail, me mettre un chat en indiquant votre mail de réception. Merci et je te rends la parole. Alors, les types d'habitats réversibles, donc légers, vous pouvez les trouver sur le site de l'association Hameaux Légers. Vous pouvez les trouver aussi sur Internet. Hein. C'est hameauxlégers.com. Hein. Oui, hameauxlégers.com au pluriel. Leur installation, alors ça dépend de, j'ai envie de dire, ça dépend de l'habitat. Si c'est une tiny house, voilà, c'est très facile. Hein. Il suffit de la positionner sur le site, que ce soit relativement plat. Voilà, il n'y a pas de grands travaux d'aménagement du terrain. Si vous faites une maison terre-paille, là c'est plus compliqué. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait, mais voilà, c'est un vrai travail structurel et de dessin propre au lieu. Bon, il y en a plein, hein, il y en a des montagnes d'habitat réversible à la Carter aussi. Les sites sur lesquels vous pouvez aller, il y en a plein. Sur Facebook, il y a plein de groupes Tiny House, Habitat Léger. Vous en trouverez facilement. Merci Vianney d'avoir rectifié mon écriture de Hameaux Légers. Super. Tu as bien fait. Ah, le Facebook de... Et alors, oui, il y a le Facebook du projet. Et puis, alors, il y a quand même aussi une remarque que j'ai perdue de Linda qui dit, voilà, superbe projet. Avez-vous déjà déterminé le modèle économique du hameau, notamment pour la maison des possibles? Maximum technique tout de suite. Oui, non, mais là, tu as des pros, là. Alors, on n'est pas allé jusque-là, sachant que l'idée, c'est quand même une gouvernance partagée. On se montrait en association. Donc après, la gérance des activités dans la maison des possibles, voilà, ça se définit en fonction aussi de ce qu'on y fait, de cette maison des possibles et de la commune accueillante. Donc, on n'est pas allé jusque-là encore, mais c'est une question importante. Et le Facebook spécifique à ton projet? Alors, le Facebook, c'est Hameaux Légers, Pays Basque et Sud des Landes ou Sud des Landes. Je vais aller chercher cette fois. Hameaux Légers, Pays Basque et Sud des Landes. D'accord, je vais regarder ça tout de suite. Je vous le mets tout de suite dans quelques instants. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? S'il y a des gens qui veulent intervenir de façon spontanée en désactivant le micro, c'est possible. Ouais. Hein. Il y a Denis qui souhaiterait intervenir. Oui, merci. Oui, je crois que c'est mieux que je pose la question directement. On t'entend très mal, Denis. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu le son? Ah bon? Comment il faut faire? Je ne sais pas. Vous m'entendez là? Oui. Oui. C'est mieux? C'est mieux ou pas? C'est mieux. C'est un peu léger, mais c'est mieux. Je ne sais pas comment on fait pour augmenter le son. Oui, ma question pour que je comprenne bien, votre projet, aujourd'hui, vous êtes un groupe de personnes identifiées et vous cherchez donc à monter ce projet pour vous. Je parle des habitats, évidemment, il y a la maison partagée, là, mais il y a, voilà. Et donc, vous cherchez dans un périmètre qui est Sud-Land de Pays Basque. Voilà. C'est bien ça, c'est bien ce que j'ai compris. Pour nous, on est 5, donc on est 5 foyers. Nous, on considère que sur ce projet-là, on serait une dizaine de foyers. Mais pour le moment, on avance à 5 parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, voilà, ça prend beaucoup de temps, donc on se focalise sur nos 5 pour avancer et ensuite s'ouvrir à... D'accord. Donc, vous êtes dans une démarche donc, participative qui peut aboutir à une coopérative d'habitants ou une association, peu importe la structure, et vous êtes donc en recherche
d'une localisation, c'est-à-dire en fait une commune et d'un terrain, un terrain et une commune. Voilà, ok. Alors, moi, je trouve que vous cochez toutes les bonnes cases. Toutes les bonnes cases, à tout point de vue. Hein, tous vos arguments sont super. D'ailleurs, moi, je serais assez preneur de votre petite présentation parce que quelqu'un a posé la question comment faire pour convaincre les communes? Est-ce qu'il faut partir du besoin des communes? Moi, j'ai envie de vous dire, en tant qu'élu, c'est que rares sont les communes qui, pour l'instant, pensent à ce genre de choses. Mais pour autant, ça commence à arriver parce que je dirais, on est un certain nombre à essayer de dire qu'il peut y avoir aussi ce type d'habitat, avec toutes les vertus que ça peut développer. Mais les communes, aujourd'hui, vous ne verrez pas un PLU dans lequel il y a identification d'un secteur pour ce type de choses. Ce n'est pas encore le cas. Mais je ne désespère pas que ça arrive. D'autant que, si on se réfère au PLH là, qui est en train d'être à peu près bouclé, le PLH, ce n'est pas une carte d'urbanisme, mais c'est des intentions, c'est des grandes orientations. Et ce type d'habitat, et en tout cas toutes les vertus qui vont avec, commence à figurer dans des documents d'urbanisme. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, ça ne vient pas naturellement de la part des élus. Donc je dirais qu'il faut porter ce projet-là. Et c'est pour ça que je posais la question. À mon avis, l'élément moteur au départ, c'est un groupe d'habitants qui est déjà ensemble et qui veut déjà faire quelque chose. Ça, c'est pour un projet tel que vous l'imaginez, j'allais dire entre guillemets privé, enfin, c'est-à-dire où il y a un groupe d'habitants, c'est pour eux, quoi. Même si j'ai bien compris, vous laisseriez de la place pour d'autres. Après, sur le même type d'habitat, il y a ensuite des projets portés par des structures. C'est pour ça que je vous parlais de HSA, de ATRBA, où là, c'est différent, puisque là, il y a un porteur de projet. Et c'est à lui, un bailleur social par exemple, c'est à lui de rechercher à créer de l'habitat participatif, c'est-à-dire à faire un appel à candidats pour venir habiter dans ce genre de choses, etc., comme ils ont fait au Séquet d'ailleurs avec l'opération Terra Arte. Bon, là, c'était un immeuble collectif, mais c'est la même démarche. Donc moi, j'ai envie de dire que votre atout, au-delà du concept même du projet qu'on commence à voir, au moins en tout cas dans des cartons, pas encore malheureusement beaucoup sur le terrain, mais dans les cartons, j'ai envie de dire que votre projet, la première force que vous avez, c'est que vous êtes déjà un groupe qui est prêt à se lancer là-dedans. Voilà. Parce que cette étape-là de la co-construction et de l'habitat participatif, comme on dit, c'est un long chemin. C'est un sacré long chemin. Parce qu'il y a des gens, comme vous le disiez très bien, qui rentrent, puis il y a ceux qui se fatiguent, qui repartent pour plein de raisons. Donc, je dis bravo. Et pour rien vous cacher, dans ma commune, je vais tout faire en tout cas, même si je n'ai pas beaucoup de pouvoir, mais pour essayer de faire en sorte que ce genre de projet puisse se faire. Alors, soit à destination d'un groupe d'habitants privés, volontaires, etc., soit pour d'autres types de publics qui peuvent être très variés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je comprends bien votre démarche et c'est très bien. Merci beaucoup. Super. Alors, il y a encore justement deux questions qui vont dans ton sens, Denis. C'est le modèle est-il compatible avec de l'habitat participatif purement? Et la deuxième question, comment choisissez-vous les futurs foyers? Sur quels critères? Alors, oui, c'est compatible avec de l'habitat participatif. C'est de l'habitat participatif. De toute façon, on veut reconstruire, on va y arriver, son habitat, notre habitat ensemble. Dans notre groupe, on a un charpentier qui, lui, aimerait aider à construire chacun des habitats. Donc voilà, c'est déjà de l'habitat participatif, même faire venir d'autres gens. Voilà. Comment la question est difficile. C'est une question qui est très compliquée. Et c'était la question qui me terrifiait un peu dès le départ, hein, cette question de l'inclusion. Comment choisir? Voilà. J'ai envie de vous dire que pour le moment, il n'y a pas vraiment de sélection. Hein. On a mis au point un questionnaire. On a mis au point un questionnaire sur, déjà pour nous, se questionner sur
ce qu'on attendait de ce projet sur plusieurs points. On a chacun rempli le questionnaire, c'est un questionnaire en ligne que l'on veut publier sur le groupe Facebook là, pour que les gens puissent y accéder. Voilà, parce que déjà pour être sûr que nous-mêmes, on voulait les mêmes choses, on avait les mêmes attentes et on était sur les mêmes bases. Parce que parfois, on pense qu'on a les mêmes idées et puis finalement, concrètement, pas du tout. Donc là, l'idée, c'était de faire prendre compte aux gens, prendre conscience aux gens de vraiment ce qu'ils attendaient pour ce projet-là, voir si c'était compatible avec nous, nos envies pour ce projet. Et ensuite, voir par rapport à ça. Mais pour le moment, on n'a pas de sélection, on n'a pas dit non, toi tu viens pas, toi tu viens. On est plutôt ouvert. Les gens qui sont intéressés, on leur dit de venir. On se voit une fois par mois à peu près en présentiel quand on le peut. C'est pas forcément simple en ce moment. Et puis sinon, on fait une visio toutes les 2 semaines à peu près aussi. Et donc, les gens sont libres de venir, de voir un peu comment ça se passe. Et puis voilà, on n'a pas de critères de sélection, heureusement, quelque part. Et donc, du coup, Linda demande si tu as organisé un week-end des possibles, un web, justement destiné à identifier les foyers qui seraient compatibles avec le projet. Alors, on n'a pas organisé le web. Je ne connaissais pas le web, merci Linda. Le web, c'est organisé par Amo Léger, l'association Amo Léger qui organise des webs, donc le week-end des possibles, pour passer un week-end avec les gens d'un même projet, pour vraiment leur faire prendre conscience de leurs attentes et leur compatibilité entre eux. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que le projet, on n'a pas encore fait ça parce qu'on se voit entre nous. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé une date pour que tout le monde, les gens puissent venir. C'est pas forcément simple, mais c'est prévu. On aimerait bien faire ça. C'est dans notre petite liste, mettre tout doux. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Et vous pouvez prendre la parole. Hein. Et je renouvelle ma demande au pseudo un petit peu écourté ou un peu de m'envoyer l'adresse mail. Merci Kitri, mais... Pardon? D'accord. D'accord. J'aurais peut-être une question. Oui. Je suis sur un scénario qui est de transition écologique radicale sur Urune, mais en même temps, je suis élu à Saint-Pierre-des-Rubes. Et on a une commission de transition écologique qui se réunit demain soir. Et dans l'ordre du jour de la commission, on a plusieurs sujets, notamment tout ce qui concerne l'habitat participatif qu'on va commencer à évoquer. Et est-ce que vous seriez éventuellement d'accord pour venir nous présenter votre projet, un de ces quatre? Oui, tout à fait. Moi, je suis disponible, oui. Avec plaisir. Maintenant qu'elle a réussi à parler devant 30 personnes, elle peut le faire. Comme disait Denis, les PLU ne sont pas conçus pour ça, ils ne sont pas préparés, mais on est sur plusieurs réflexions. Cette semaine, on a un autre atelier à distance, donc on a des scénarios sur lesquels réfléchissent. Ouais. Tu es coupé, on a du mal à comprendre. Ça passe pas très bien. Ouais, ce que je vais te proposer, c'est que je vais te mettre couper la vidéo. Le mail d'Émilie. Ouais. Comme ça, vous pourrez vous contacter en direct pour voir à quel moment il se déconnecte. Très bien. Ça ralentit. Mais nous sommes en tout cas intéressés par regarder. Regarde. C'est un peu le but de cette présentation, il y avait d'ailleurs dans les gens inscrits, il y avait, et on en était tout à fait ravis, des gens, semble-t-il, du monde bancaire, et on se posait la question de savoir, et bien évidemment, libre de parole, hein, on ne dira pas ni quel monde bancaire, ni quelle personne, mais si quelqu'un se sent concerné pour nous dire si
il y a peut-être un intérêt aussi à rentrer dans ce genre de processus. Ça pourrait être intéressant d'évoquer ça. Et pour compléter, Gis, il y avait également des personnes de groupes immobiliers qui Oui. étaient présents, qui s'étaient inscrits. Donc, je ne sais pas s'ils ont pu assister à la visioconférence. Ouais, voilà. Comme on n'a pas tous les noms, voilà. Si quelqu'un veut intervenir, même en… Voilà. Après, vous donnerez les contacts. Oh, on donnera tout, ça c'est clair. On donnera, oui. On fera passer bien évidemment par mail à toutes les personnes qui sont présentes, à la fois sa présentation et à la fois donc du coup ses coordonnées. Oui, bonjour peut-être, excusez-moi. Alexis Patachon, groupe Nexity. Je fais partie donc, du groupe Nexity. Dans le cadre d'un engagement pour le logement d'abord, on s'est engagé à faire 1000 logements en pension de famille, donc hébergement d'urgence, à travers toute la France. Et voilà, donc on suit de près toutes ces initiatives privées, solidaires. Donc voilà, on est un gros groupe national, on fait beaucoup de logements, on gagne beaucoup d'argent, mais voilà, on a un engagement assez fort et assez sociétal là-dessus pour essayer d'accompagner. Donc, localement, on suit les démarches, mais on n'a pas beaucoup de projets. On a du mal à faire correspondre les besoins du terrain avec les règlements d'urbanisme des mairies aussi. Donc, on est confronté un peu au même sujet. Là, actuellement, on en fait une à Tarbes, on y réfléchit à Mont-de-Marsan. Enfin, voilà. On arrive quand même sur d'autres territoires à produire ces logements solidaires. Mais je trouve qu'on a un territoire qui s'y prête totalement. Donc, voilà, regarder peut-être sur des zones agricoles, des zones naturelles, sur des habitats légers, regarder un peu les opportunités des règlements ou les faire évoluer. Ou alors peut-être mixer projets immobiliers, on va dire un peu plus classiques avec du logement solidaire. Enfin voilà, il y a plusieurs pistes, mais bon, on y réfléchit comme vous, on n'a pas la solution, sinon vous en verriez un petit peu plus, mais en tout cas, on réfléchit. Ouais, c'est super. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Nous, on est ouvert aussi à des projets de mixité entre de l'habitat plus classique et notre projet, bien sûr. On n'est pas du tout fermé, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Mais même sur du logement classique, il y a la valeur d'usage qui est de plus en plus importante. Aujourd'hui, on achète du logement, oui, mais aussi comment on va vivre son logement, donc les espaces partagés, que ça soit du logement libre, social ou de l'hébergement d'urgence, peu importe. En fait, il faut qu'on arrive à créer les conditions de vivre ensemble. Donc voilà, on peut totalement, je pense, rapporter votre projet à d'autres projets immobiliers, d'autres concepts immobiliers, avec des espaces communs, trouver du lien social avec ces espaces communs qui peuvent être mutualisés par tout le monde. Mais bon, après, voilà, je suis ravi d'en discuter peut-être un petit peu plus tard avec vous, mais voilà, c'est intéressant. Pas de problème, vous pouvez me contacter, je serai ravie. Il y a Pascal qui nous met un mail. Je suis désolée, on a un petit problème technique qui fait que je n'ai pas eu toutes les questions. Excusez, on a un petit souci. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la question de Pascal. Il n'y a pas de question. Il me donne son adresse mail. Ah, pardon. Voilà. Je voulais juste rebondir par rapport au PLU qui n'est pas forcément adapté pour l'habitat réversible, c'est sûr. Justement, l'association Hameaux Légers, elle est là aussi pour accompagner les élus, les communes à faire les démarches nécessaires pour inscrire l'habitat réversible dans le PLU. Il y a des démarches plus ou moins longues, mais c'est faisable et voilà, ils sont là aussi pour ça. Voilà, juste une petite antenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Denis qui… Oui, Denis. Juste, alors, je réagis déjà par rapport à notre ami là, de Nexity. Je retiens juste, si vous avez effectivement des pensions de famille à réaliser dans le coin, n'hésitez pas, vous m'appelez. Genre là, je parle avec la casquette Fondation Abbé Pierre. Alors, effectivement, les pensions de famille, il en manque ici sur la côte basse. Juste une remarque, le type de projet que propose Émilie n'est pas véritablement, je pense, adapté pour une pension de famille, parce que par définition, une pension de famille, c'est un habitat collectif, c'est des logements individuels légèrement autonomes, mais par définition, le public qu'on accueille dans une pension de famille, c'est un public qui nécessite d'être, géré, vécu, Accompagné, non, on est d'accord. Parce qu'il y a de l'accompagnement social. Hein. Donc, la petite tiny house ou le village, le hameau, etc., tel que le propose Virginie, je ne pense pas que ce soit vraiment adapté à la pension de famille. Non, d'accord. Mais enfin, alors, autre remarque,
par rapport à votre intervention. La force de frappe de Nexity, c'est d'être en capacité souvent de maîtriser les fonciers, y compris des gros fonciers, y compris des fonciers chers. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein. Quand vous en avez un, ben, vous appelez Émilie, vous appelez la Fondation, et si vous avez des obligations d'engagement national pour faire du sociétal et du social, n'hésitez pas, on est preneurs. Mais ma présence, voilà, c'est le but de ma présence. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en ai pas vu, hein, donc allez-y, hein, allez-y. Bah oui, on essaye, Voilà. on essaye. Sachant bien évidemment que la partie de terrain pour le village d'Émilie ou pour la Fondation Abbé Pierre, dites-vous bien qu'il faudra nous le donner gratuitement, ou presque. Vous vous débrouillerez autrement. Denis, ce qui est super intéressant, c'est justement d'avoir la présence de monsieur. Oui. Et, je salue déjà le fait d'être tout à fait. D'être intervenu, d'avoir écouté et d'être intéressé éventuellement par cette démarche. Ça déjà, voilà, c'est déjà un plus. Ouais. Nous n'avions peut-être pas jusque-là. Non, mais écoute, on ne sait jamais, hein, tout est possible. Hein. Il ne faut rien s'interdire. Et dernière, ça c'est juste une information pour Émilie. D'ailleurs, Delphine, je crois qu'elle est là avec nous, Delphine Taïb, la directrice du FJT. On est un certain nombre à être allés visiter des tiny houses qui sont fabriqués par un collectif d'artisans. Alors là, est-ce que je vais me rappeler du nom Landaya, qui fabrique. D'accord. Vous connaissez il est présent, Mathieu. Mathieu, je ne sais pas, Matt, ouais. Je crois qu'il est là. Ah bon? Oui. Alors, je ne parle pas à sa place. Et il va ouvrir son micro peut-être. Non, c'était juste pour dire de ce que j'ai compris de notre rencontre, c'est que outre son savoir-faire de constructeur de tiny house à petite échelle, il a au moins une ou deux, je crois, expériences pour un couple, je crois, privé, je crois sur Asparin. Et c'est intéressant parce que dans ce genre de sujet où la réglementation n'est pas très claire, même si le tableau que vous nous avez montré tout à l'heure est très intéressant au niveau du contexte réglementaire, là où ça se fait souvent, ça relève de la négociation, j'allais dire presque au coup par coup avec le maire ou avec le propriétaire privé, mais aussi bien sûr avec le maire pour toutes les raisons d'assainissement, est-ce que le terrain le permet, etc. etc. Et que donc, c'est vachement intéressant d'accumuler des expériences de là où ça a pu se faire déjà. C'est pour ça que je posais la question du stécal, parce que mine de rien, dans les PLU, la seule façon de pouvoir faire ce type d'habitat léger sur un terrain qui ne soit pas constructible, ou en tout cas, comme au Séquet, repéré comme pouvant recueillir beaucoup de logements, etc., avec tous les problèmes économiques, d'équilibre économique que ça engendre. Donc, on est plus souvent sur des terrains qui ne sont pas forcément constructibles, mais qui, a priori, pourraient recevoir quand même sans dénaturer le paysage, parce que ça serait des petites échelles. Et donc, les fameux stécales sont des possibilités. Mais l'expérience que j'en ai, c'est que ce n'est pas facile. C'est loin d'être facile de faire admettre ce type d'habitat, encore une fois, malgré toutes les vertus qu'il possède, sur des terrains soit classés naturels, soit classés agricoles. Voilà. Et donc, c'est toujours intéressant d'aller voir là où ça s'est fait, comment ça s'est passé. Et moi, ce que j'en retire souvent, sauf quand c'est porté par des structures type HSA, TRBA, sur des terrains qui appartiennent à l'agglo, où là, je dirais que ça facilite quand même pas mal les débats. Mais sinon, si on n'est pas dans ce type de contexte, c'est vraiment de la négociation un peu au coup par coup en fonction de l'acceptabilité par la mairie, par sa volonté politique, etc. Donc, voilà, je voulais juste vous signaler cette expérience du côté de, je crois que c'est à son atelier, c'est Mathieu est là, il pourrait peut-être… Alsou. Je crois que c'est Alsou. À toi, Mathieu. Oui, bonjour tout le monde. Ah, ben voilà. Mais Mathieu, il fallait m'arrêter. Attends, moi, j'ai honte de parler à ta place. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, je vais juste rebondir, mais Denis, tu as très bien présenté la chose, mais c'est à Cambo-les-Bains, ça s'appelle l'Andeya, c'est un atelier collectif, effectivement. Je vais juste rebondir sur deux choses. Au-delà des tiny, de la construction des tiny et de l'Andeya, ça fait 1 an aussi qu'on travaille sur un projet d'éco-hameau qui s'appelle Ekin, avec une dizaine de personnes, on est 15 à l'heure actuelle,
Et voilà, donc ça me parle beaucoup ce qu'a dit Émilie, et c'est ce qu'on travaille nous aussi. Pour compléter un petit peu, dans notre travail de construction d'hameaux légers dans les terres du Pays Basque aussi, avec Ekin, on a rencontré le PFL, qui est très intéressant dans le sens où ils proposent, en fait, ils ont des terres, hein, ils ont un parc immobilier et un parc de terres assez important au Pays Basque. Et ça appartient à l'État, hein, pour la petite histoire. Et du coup, ils lancent là, c'est un travail qu'ils ont commencé quand on s'était rencontré avec Denis et avec Gaël de Solia et une petite équipe. Et on avait parlé de ça. Et donc, ils sont en train de travailler pour mettre à disposition, notamment avec une antenne du PFL qui s'appelle Bicitegia, qui propose des terrains avec des baux amphithéotiques pour des projets tels que le vôtre à Montléger et tels que le nôtre qu'on a avec Ekin. Voilà, c'est exactement ce qu'ils proposent et nous, c'est ce qu'on cherche aussi depuis un petit moment maintenant. Des terres ou des bâtiments qui appartiennent au PFL, donc à l'État, qui seront toujours… oui, c'est un petit peu différent au Pays Basque, hein, mais je schématise le PFL parce que c'est national quand même. Même si au Pays Basque, c'est vraiment particulier, mais bon, l'idée reste la même, c'est-à-dire que ça appartient au PFL et donc ça reste des baux amphithéotiques et les logements qui s'installent dessus appartiennent aux personnes et ne peuvent pas être vendus avec spéculation. C'est ça qui est en plus intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont mis en place des choses qui évitent la spéculation des logements, en plus du fait que les terrains appartiennent aux communes ou au PFL. Voilà, c'était juste pour faire cette petite aparté. Non, mais super, super. Voilà. Je rebondis, j'ai rencontré aussi via Gaël le PFL. Alors, je ne sais plus son nom, le monsieur que j'ai rencontré, mais oui, on en a parlé aussi. Il n'a pas parlé, par contre, c'était il y a un petit moment, donc je ne sais pas, peut-être ça a évolué, mais cette histoire de mettre à disposition. Donc, ouais, je veux bien, on pourra se recontacter pour en parler plus précisément. Mais oui, c'est chouette qu'il y ait de plus en plus de monde qui parle de ce type de projet, parce que plus de gens sont au courant que ça existe, plus on aura de chance que ça se fasse. Donc voilà, c'est chouette. Alors, il y a des gens qui commencent à se déconnecter et qui te remercient, Émilie, pour cette présentation super claire, qui donne envie, etc. Donc, je tenais à te le faire passer avant que tout le monde ne soit parti. Ça n'empêche qu'on peut avoir de dernières questions, enfin quelques questions encore. Hein. Mais c'était juste pour saluer ceux qui sont malheureusement obligés de se déconnecter. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Ouais, je relance ma question. C'est possible d'avoir ta petite présentation? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure à ceux qui n'avaient pas un mail simple, enfin un mail clair, que je puisse les noter. Voilà. Mais vous aurez tout. Oui. Elle nous donne tout, Émilie. Moi, c'est gratuit. J'applaudis parce que contre un terrain, je devrais dire ça plutôt. Ça serait plus intéressant. Ça se négocie. Ça se négocie. On va négocier. Et tous ceux qui veulent spécifiquement sur ton PowerPoint, est-ce qu'il y a tes coordonnées? Non, je ne crois pas qu'il y ait. Alors, tu nous y autorises, on les mettra en plus. Bien sûr. Bon. Donc, vous aurez aussi les coordonnées d'Émilie de façon à pouvoir précisément la joindre, que ce soit Vianney ou que ce soit Denis, s'il y a d'autres élus, Pascal qui vient de dire OK, merci. Voilà, si tous les autres élus et banques ou immobiliers, n'hésitez surtout pas. Je pense que le problème du foncier et du logement aujourd'hui, quel qu'il soit, est un vrai problème dans notre région. Tout le monde s'en empare en ce moment. Donc, que ce soit le Conseil de développement du territoire, que ce soit la mission Jeunes Pays Basque, que ce soit le CIAS, que ce soit l'AGLO. Donc, c'est le moment de pulser de nouvelles… Vianney aussi, bien sûr, pour sa commission. Pour compléter, Gis, quand la situation le permettra, si jamais vous voulez vous rencontrer, vous pouvez nous solliciter pour faire une demande pour vous rencontrer à la maison de l'ESS. C'est aussi fait pour ici le lieu. Voilà.
peut recevoir 6 personnes sans aucun problème. Au-delà, c'est un peu plus compliqué, nous a confirmé le monsieur de la préfecture. Merci Voilà. à tous. Merci à vous de votre présence. Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on remercie Émilie et c'est Bernadette qui t'a également remercié. Merci beaucoup pour cette présentation et pour les retours respectifs de chacun. Je continue à suivre le projet via le groupe Facebook. Super. J'aurais une dernière question. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Oui. Je me permets de rebondir un petit peu sur ce que disait Denis tout à l'heure. Ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse à ces questions et j'ai l'impression que c'est un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire que le projet idéologiquement est toujours très bien perçu. Quand on en parle, ça plaît à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui essayent depuis des années de s'inscrire dans ces démarches-là. Mais malheureusement, il y a des réalités, notamment celle de la pression immobilière, notamment dans notre région, qui font que ces projets restent à l'état de projet en fait, et qui sont très peu concrétisés. Donc c'était aussi un petit peu pour voir quelle parole quelle véritable oreille on peut avoir de nos élus, dans le sens où ils sont de temps en temps et même souvent très intéressés. Et comme vous l'avez évincé dans le cas de ce projet à Bayonne, malheureusement, au dernier moment, les pressions et les enjeux sont tellement énormes derrière que ces projets-là, à mon avis et de ce que je perçois, sont très bien menés dans des territoires sur lesquels il y a des problèmes démographiques, hein, mais des territoires comme les nôtres, pour moi, ça reste malheureusement de l'utopie. J'ai du mal à percevoir entre le discours qu'il peut y avoir volontaire, idéologique, d'accueillir ce genre de projet et la réalité. Voilà. Alors, je suis de naturel généralement optimiste, mais là, voilà. Qui va certainement répondre à ça. Mathieu? Je veux bien, si vous, sauf si, sauf si Émilie veut Vas-y, Mathieu. Je veux juste faire pour Ivan, je veux juste dire que effectivement sur la côte, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Il y a des enjeux politiques de réélection, des enjeux qui sont vraiment complètement différents des terres. Et en Soule, par exemple, il y a des communes qui sont très demandeuses de ça en fait, parce qu'il y a des communes où l'agriculture, il y a beaucoup de fermes qui ferment, enfin, qui n'ont pas de repreneurs. Et alors, fort heureusement, il y a quand même beaucoup de jeunes repreneurs, mais il y a quand même des communes où les agriculteurs ne reprennent pas forcément les fermes, donc les terres sont repartagées et ça fait des grosses fermes, etc. Donc il y a quand même des villages qui sont en demande de ce type de projet, d'une part, vraiment, hein, ça c'est réel. Il y a plusieurs communes dans Soule et il ne faut pas se leurrer non plus. Enfin, il y a plein de choses qui vont évoluer là pendant la pandémie et ce type de projet ça va se faire automatiquement en fait. Il y aura pas beaucoup à lutter en fait, malheureusement ou heureusement. Il faut l'espérer. Heureusement. Je sais pas comment ça se fait. Sur la demande, effectivement, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont être amenés à venir profiter d'un cadre de vie agréable et d'une reconnexion à la nature. Mais après, ce qui risque de se passer, c'est que les gens partiront des villes avec un gros capital et que ça créera de la demande avec ce qu'on connaît de la loi des marchés, c'est-à-dire que... D'où l'intérêt du bail amphithéotique et du PFL, et de la démarche que Ekin et que le hameau léger là, avec Émilie ont, c'est-à-dire ne plus être propriétaire. Il faut lutter contre la spéculation, c'est bien le premier enjeu à pas se tromper, quoi. C'est l'un des premiers enjeux, c'est la propriété. Il faut arrêter avec la propriété, c'est une catastrophe. Je suis tout à fait d'accord. Pour nous, oui, mais pour les propriétaires privés qui ont des champs et justement qui en ont plus de qui n'ont plus de ferme, qui veulent vendre, ils voient le capital, j'ai l'impression. Mais pas forcément, et c'est le travail du PFL, c'est le travail de tout un tas d'organismes qui vont dans ce sens. Le PFL, c'est quand même, ils ont, je crois, à peu près plus de 250 millions d'euros d'actifs qu'ils possèdent au Pays Basque. C'est quand même énorme. Et c'est des gens qui travaillent en ce sens, c'est-à-dire qu'ils veulent éviter la spéculation, éviter
ces soucis de foncier. Donc, c'est en cours. Après, effectivement, il y a des enjeux politiques dans des communes telles que Bayonne. Moi, je fais partie de Cambo-les-Bains. À Cambo-les-Bains, ce n'est pas les mêmes enjeux politiques au niveau de la réélection, etc. L'ancien maire est devenu député. Ce n'est pas la même chose que des communes comme, je ne sais pas moi, en Soule, des petites communes. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Il ne faut pas se tromper. Ce type de hameau, je pense qu'il aura beaucoup de difficultés à s'implanter dans les grandes villes, parce que de toute façon, il y a l'étalement urbain, enfin il y a besoin effectivement dans les grandes villes, il y a besoin des logements en hauteur pour pouvoir mettre beaucoup de monde. Mais par contre, effectivement, dans les petites communes, ce n'est pas encore le cas. Et autant faire effectivement sans béton. Je trouvais que dans la présentation, j'ai la même réflexion, c'est-à-dire il faut vraiment que ça soit réversible, il faut vraiment arrêter le béton, il faut vraiment arrêter la saturation des sols, il faut arrêter ça en fait. Et ça peut se faire que là où il y a de l'agriculture et que dans les petites communes. Donc ce type de hameau est destiné à ces communes, je pense, hein, pour ma part. Ça, c'est moi qui pense comme ça, mais ça va être très compliqué dans les grandes villes. Voilà. Est-ce qu'il y aurait du sens à mettre ensemble la proposition également d'Etchalde? C'est-à-dire, c'est pour être intéressant peut-être de réfléchir tous ensemble, parce que Etchalde a un très beau projet également de séparation du foncier, de façon à ne plus être propriétaire du sol, avec tout ce que ça suppose comme spéculation derrière. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs... entre les hameaux légers, entre ce que propose aujourd'hui Interbéa et HSA pour les grands précaires, entre ce que tu proposes, Mathieu, et ce que propose Etchalde, je pense qu'il y a peut-être moyen de récupérer. Je sais pas. Oui, bien sûr. C'est le cas aussi, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est le cas aussi du scénario Ericopolis qu'on a adopté pour Urugne. Oui, Vianney, on t'entend. Tu es figé, mais on t'entend. Vas-y. Ah, on t'entend plus maintenant. Scénario Ericopolis qui est à Urugne. Non, ta connexion Oui, elle est très mauvaise, je sais. On entend. Bon. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous vous contactiez avec Émilie, et vous aurez l'occasion, et Émilie, ou toi, enfin, revenez vers la maison de l'ESS et faisons peut-être un jour une réunion de plusieurs initiatives pour essayer de voir ce qu'il y a moyen de mettre en œuvre pour travailler ensemble entre, encore une fois, Mathieu, Etchalde, Léa Molléger d'Émilie, etc. Et peut-être quelques élus comme Denis ou Vianney et d'autres pour voir ce qu'on peut faire dans cette dimension-là. Oui, je pense que tu as raison, Guy. Ça rejoint un peu notre volonté à la Maison de l'économie sociale et solidaire de rassembler toutes les initiatives qui sont faites à droite à gauche. Et dans ce domaine-là bien particulier, en faisant un entonnoir sur ce type d'habitat et mettre bout à bout tous ceux qui sont dans cette optique-là. Depuis la problématique du foncier et donc de la spéculation, où on commence à avoir des outils, le PFL, le bail réel solidaire, Etchalde à une autre échelle aussi, les bailleurs sociaux qui, peu ou prou, sont manifestement des partenaires qui peuvent aussi suivre le mouvement, des structures qui, elles, gèrent par contre les publics qui pourraient bénéficier de ce type d'habitat. Et peut-être des financiers, Denis, peut-être des financiers comme nous avions tout à l'heure. Je ne sais pas si ce monsieur est resté, mais il y a peut-être moyen aussi de trouver, avec la responsabilité sociétale des entreprises et donc des banques, des moyens de financer peut-être ou d'aider au financement. Ouais. Il y a Vianney qui nous dit que mais il l'a dit à tout le monde, donc vous l'avez tous lu. Pardon. J'ai mis le lien dans l'article vers Ericopolis de Mediabasque. Super. Super. Raison, tu l'as pas mis parce que tu l'as mis sur le mien. Est-ce que vous avez vu l'information de moi qui trie? Non, ça passe pas. Ah oui, d'accord. Voilà, on a le même problème à chaque fois, c'est que ça va uniquement à qui trie. Il n'y a que qui trie qui reçoit les infos. tu as réussi à récupérer toutes les infos de la messe.
Enfin, en tous les cas, c'était un débat très, très intéressant. Merci vraiment à tous de vos interventions multiples et variées. Voilà, ça y est. On a l'information des Chaldées. Ah, bah super, tu as tout mis. C'est extra. Une dernière question avant qu'on ne libère Émilie? Non, écoute. Non? Ben moi, je propose qu'on la remercie vivement. Ouais, merci, bravo. Intervention d'une clarté vraiment chouette. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Bon, on va te soutenir. Et on essaiera de faire une réunion en petit comité, puisqu'on est un peu limité. Voilà. Et je vous rappelle que si jamais la maison de l'ESS est tout à fait à l'écoute des questions qui pourraient être intéressantes à travailler, on vous réserve de belles surprises pour septembre, une très très belle surprise pour septembre. Mais entre les deux, si vous avez il va y avoir le SCO, etc., mais n'hésitez pas à nous faire passer vos demandes d'intervention, que ce soit vous ou que vous nous demandiez de chercher un intervenant sur un sujet qui vous importe. Voilà. Merci Émilie. Merci à tous. Et merci à tous et très belle soirée. Merci.